Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans cet entretien que j'ai le plaisir de réaliser avec Hugues Debotte au micro de Nexus. Alors, il a une formation juridique initiée au droit local alsacien et mosellan. Il est venu nous parler de la situation du droit local alsacien qui engendre de la corruption, des spoliations de biens français dans des cas d'héritage. Alors on connaît tous les particularités du concordat, mais beaucoup moins de ce droit local qui permet à des associations, des banques, des fondations, des cultes et au droit notarial d'avoir des passe-droits et ce développement d'une corruption institutionnalisée. C'est devenu un vaste territoire de spoliation et d'évasion fiscale où le droit français ne s'applique pas. Mais avant de recevoir Hugues Debotte, je voulais vous inviter à soutenir Nexus, le dernier média en kiosque, sans publicité, sans subvention et sans censure qui nous permet de vous apporter une information libre et indépendante. Vous pouvez nous retrouver évidemment en kiosque et sur nexus.fr. Et si vous voulez nous retrouver lors du premier festival Nexus, les 27 et 28 juin prochains au Château Grévy, n'hésitez pas, la billetterie est d'ores et déjà ouverte. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Hugues Debotte. Bonjour Hugues. Bonjour. Alors ça fait un moment que tu me parles de cette fameuse particularité que représente ce droit local alsacien. Oui. Dans lequel se développe beaucoup de corruption, beaucoup d'affaires de spoliation. Il y a des Français qui le subissent. D'ailleurs, on avait reçu au micro de Nexus il y a quelques mois Jean-Luc Filzer, qui lui-même a commencé son enquête parce qu'il a été victime d'une spoliation. Il y a des cas de spoliation en Alsace-Moselle lors de situations d'héritage. Et tu nous as expliqué, et Jean-Luc nous avait raconté comment le droit local alsacien permet aux notaires d'être tout puissants sur ce territoire français et d'être même, on va dire, au-dessus des lois. Tout à fait. Alors, moi, je suis un modeste petit soldat dans cette affaire. Effectivement, Jean-Luc, je l'ai rencontré en chemin faisant dans le Grand Est il y a 3-4 ans sur des questions de citoyenneté. Et c'est là qu'il a commencé de fil en aiguille à m'expliquer pas mal de choses. Donc c'est pour ça que je ne suis qu'un initié, je ne suis pas encore un spécialiste, c'est lui le spécialiste, puisqu'il est victime, le terme exact c'est qu'il est victime d'une escroquerie à l'héritage. Et ça fait maintenant 16 ans, puisque ça a commencé en 2010, et moi je l'ai connu il y a 6 ans déjà. Donc 5 ans de chemin commun où il m'a expliqué beaucoup de choses, et je suis encore loin de tout savoir. Pour cette raison, et comme j'ai vu qu'il était tout seul dans son combat, son héritage d'ailleurs est au congélateur à l'heure actuelle. Il n'est pas réglé grâce à tout ce qu'il a fait. Beaucoup d'autres ont vu leur affaire disparaître et définitivement soldée, j'y reviendrai dessus. Mais il m'a permis aussi donc de comprendre un certain nombre de choses. Mais moi, ce que j'ai surtout compris, c'est qu'il était seul. Et je lui ai dit, écoute, bon, je peux reprendre les galons universitaires, je vais re-rentrer dans une formation spécifique juridique liée au droit public et au droit international, parce qu'on verra que c'est aussi du droit international, du droit allemand, parce qu'il te faut une visibilité, en fait. Il faut quelqu'un qui puisse faire des conférences, écrire des bouquins, etc., etc. Et donc, je me suis permis d'être avec lui là-dessus, mais on va le voir aussi, le problème, c'est que justement, ce droit n'est plus initié, n'est plus formé, n'est plus quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai voulu surtout apporter dans cette affaire, c'est justement un regard très technique, purement juridique. Que dit la loi, que disent les textes, que dit la doctrine, comment ça s'articule entre tel et tel droit, comment ça a évolué au niveau du temps. Jean-Luc a raison d'ailleurs d'insister beaucoup sur l'historicité des choses, la généalogie et les institutions. Et oui, eh bien, pour comprendre pourquoi il a connu ça, pourquoi d'autres ont tout perdu, pourquoi d'autres sont peut-être en train de tout perdre, eh ben, il faut fouiller dans les textes de loi, il faut remonter à la source et comprendre ce qui a été brouillé, ce qui est rendu lisible, ce qui n'est pas lisible, et arriver à avoir une sorte de décodeur en quelque sorte. Voilà, donc on travaille de cette façon. Parce que ce que tu as découvert, ce que vous avez découvert avec Jean-Luc,
c'est qu'en fait, cette situation n'est pas le fruit du hasard et que ce flou juridique qui est maintenu sciemment dans cette région de France permet aux notaires de faire ce qu'ils veulent et permet à des notables de profiter de la situation. Oui, parce que là, il y a un vrai ruissellement, si tu préfères, en Alsace. Hein. Et il n'est pas anodin, il n'est pas... Vers le haut. Oui, ça concerne effectivement toujours l'oligarchie locale, on va dire. Hein. Alors, si on remonte effectivement à la source, on cherche dans les lois, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de phénomènes historiques et de textes juridiques qui pose question parce qu'il y a une forme d'opacité ou d'absence de matière et de ressources qui permettrait de régler tel ou tel problème, de répondre à telle ou telle question. Et tout est fait pour être bloqué. Tout s'est passé à la fin de la Première Guerre mondiale, notamment. Ça a commencé, effectivement, comme il ne faut pas oublier que les Alsaciens sortaient de 50 ans de germanisation totale. En 1871, on leur a dit aux Alsaciens, soit vous restez, vous devenez allemand et vous ne parlez que allemand, en tout cas dans la rue et dans la vie publique, soit vous partez, vous laissez tout. D'accord. D'où la diaspora alsacienne qui a créé notamment l'école alsacienne à Paris. Ça vient de là. Et ceux qui restent, ils doivent accepter ce qu'ils ont. Donc, du coup, il y a 50 ans, tu as 2 générations qui sont sorties, à l'école, partout, et les nouvelles générations ne parlaient pas français en 1919. Donc, il y avait un besoin à un moment donné, vu qu'il y avait un retour assez brutal dans la France avec l'échec de la guerre, un besoin, même qu'au niveau universitaire, juridique, d'avoir une courroie de transmission. Et c'était l'Institut de droit comparé qui a été expérimenté dès avril 2022 avec un très grand succès, une très grande fervence, d'après les documents que Jean-Luc a trouvés. Et en août 1923, devait être promulgué un décret de création de l'Institut qui n'était plus une expérience, mais quelque chose de définitif. Et ce décret n'a pas été promulgué. Comment on sait ça? C'est qu'il y a des juristes qui, en français, et au travers d'une équipe d'un monsieur qui s'appelle Julien Régula, qui a édité un monument. Mais alors lui, c'est vraiment le décodeur canal du droit local jusqu'en 1938. C'est ce qu'on appelle vulgairement le Régula. C'est une très grosse Bible rare à avoir. Jean-Luc m'a fait le cadeau de m'en offrir un exemplaire, qui explique et qui décode tout. C'est-à-dire que tu prends un mot-clé, un index, et puis après tu remontes et tu vas savoir quel est le texte en français, en allemand, etc. Et c'est grâce à ce document-là, ce décodeur-là, qu'effectivement, on découvre notamment, mais pas que, bien sûr, que l'Institut dont on avait besoin en Alsace-Moselle n'a pas été créé. Et c'est quel institut en question? Un institut de droit comparé qui permettait de faire le lien entre le droit français et le droit allemand. D'accord. Voilà, parce qu'il y avait toute une culture juridique, une très complexité juridique, le droit administratif, tout ça. Enfin bref, c'est un magma tellement énorme qu'à un moment donné, il faut arriver à se comprendre, si tu préfères. Et ça, c'est la conséquence de cette particularité de cette région, d'être passée entre les mains allemandes, françaises, allemandes, et donc cette succession de changements a provoqué des difficultés dans l'application du droit. Pour 2 raisons. La raison premièrement linguistique. Les Alsaciens parlaient allemand, l'administration parlait allemand. C'était des Allemands venus de l'Empire qui se sont installés à toutes les postes clés, etc. Et le français qui revenait. Et puis en plus, le système du droit allemand et du droit français ne sont pas les mêmes. Le système allemand, c'est aussi au niveau administratif un système fédéral. Comment on le concilie avec un système central au niveau du droit administratif. Donc tu vois, et le droit comparé, pourquoi? Le droit comparé de droit international, en fait, c'est du droit international. C'est pour ça que moi je me suis intéressé au droit international, parce que cette affaire concerne le droit international en matière de droit comparé. Ouais. Puisque les textes qui sont gardés et en vigueur pour un certain nombre de sujets que tu as évoqués et qui sont encadrés par une loi française sont en allemand. Et sont en allemand, pire que tout, écrits en Fraktur, c'est-à-dire le gothique médiéval. C'est le gothique... Comme l'ancien français pour nous. Comme au temps du Moyen-Âge, tu sais, les lettres gothiques, en fait, hein, comme dans Camelot. Hein, tu vois, ça rend les choses plus difficiles. Alors, il faut arriver à le lire. Des fois, ça brouille les cartes. Bon, après, il y en a qui ont la gymnastique. Mais donc, il faut savoir lire le gothique. Enfin, on lit le gothique, mais c'est pas tout à fait... Bon, c'est du gothique. Il faut savoir lire l'allemand. Bon, moi, ça va. Ça fait 40 ans que je suis germanophone. Et puis, il faut connaître le jargon juridique allemand, qui n'est pas le jargon juridique français. Donc, Donc, on avait besoin d'un institut qui n'existe pas. Et depuis 1923, personne
même aucun juriste alsacien aujourd'hui ne peut dire « moi, je suis diplômé reconnu, diplômé d'État, du droit alsacien, je le maîtrise et c'est reconnu ». Aucun juge, aucun avocat, aucun notaire, aucun huissier, personne en fait. Alors, comment on fait pour appliquer un droit dont il n'y a pas d'expert reconnu? On va bidouiller entre copains. C'est pour la faire extrêmement rapidement, si tu me provoques. Vu qu'il n'y a pas, on va faire avec les moyens du bord. Et puis avec peut-être une certaine notabilité, une certaine avoir pignon sur rue, être des juristes français qui sont d'origine alsacienne. Voilà, c'est... Mais officiellement, t'as rien. C'est le vide complet. Donc, et alors, ça a été complété juste après par autre chose de faramineux, c'est les lois civiles et commerciales qui ont été promulguées le 1er juin 1924. Mais ça, c'est encore une autre astuce que Jean-Luc a découverte et a démontrée. C'est que ce sont 2 lois qui ont été votées tour à tour l'une après l'autre. La loi commerciale avant la loi civile. Et alors, burlesque et fragilité juridique de la chose, c'est que la loi commerciale invoque la loi civile et est votée avant que la loi civile n'existe. Donc, il y a une loi qui invoque une autre loi avant que la deuxième loi n'existe. Ça crée si un jour quelqu'un lève le lièvre et le met devant le Conseil constitutionnel ou je ne sais quoi, il y a une fragilité juridique énorme. Tu peux avoir un château de cartes qui s'écroule, en fait. Alors, pour l'instant, tout ça, c'est de l'extrapolation, mais ça montre à quel point il y a encore des choses qui sont tordues. Et dans la loi civile commerciale, la loi civile, du 1er juin 1924, déjà, il faut voir qu'elle fait 268 articles. C'est énorme pour une loi. Ah oui? Ouais, le traité de Versailles, par exemple, il fait 440 articles. Donc, et c'est le plus gros traité du droit public international, du droit international public. Donc, il fait 268 articles, mais il n'y a que les 14 premiers articles qui touchent un certain nombre de domaines un peu généraux ou spécifiques. Tous les autres articles, c'est du droit notarial. Héritage, succession, capacité juridique, biens immobiliers, propriété, certificat d'héritier, tout en fait. Ce n'est que du droit notarial en fait, cette loi civile. Et les 14 premiers sont intéressants, puisque notamment, et là on revient sur la question du linguistique, l'article 12 ne permet pas d'authentifier les traductions nécessaires des textes d'origine dont on va se servir pour prendre une décision ou pour être dans un contentieux juridique quelconque. Ok, donc ça laisse la place à une nouvelle opacité. Parce que ça veut dire que tu ne peux pas, si tu as un contentieux juridique, que tu vas au tribunal, et que tu as besoin d'une preuve d'un texte d'origine, quand tu as une décision de justice, ou quand tu nous donnes ton argumentaire, tu vas dire, au nom de telle loi, au nom de tel décret, au nom de tel texte international, nanani, voici mon argumentaire, patati. C'est comme ça qu'on fonctionne en droit. Hein. Tu invoques les règles de départ, c'est un peu comme dans du sport, ou dans tous les mécanismes. Quelles sont les règles de départ et qu'est-ce que ça fait quand on les applique, on les interprète, etc. Donc ça, tu en as besoin si tu retiens du droit alsacien mosellan d'origine allemande, des textes en allemand. Donc ça doit servir de preuve. Mais si la traduction n'est pas reconnue et que toi tu dis « Ah oui, mais ce texte-là en allemand, il dit ça », la partie adverse va pouvoir te dire « Ah bah non, c'est faux ». Ben pourquoi ? Face autre, ça vaut rien puisque les traductions ne sont pas valables. Donc tu peux pas t'en servir dans ton contentieux, tu peux pas t'en servir même dans le bureau de notaire pour discuter. Ça peut pas servir de preuve en fait. C'est très grave parce que tu n'as aucun appui juridique pour pouvoir certifier la chose. Mais pour autant, il y a quand même des traductions qui sont prises en référence. Qui c'est qui les a rédigées ? Est-ce que la traduction est valable ? Comment on vérifie que c'est bon ? Pourquoi on en prend compte et pas une autre traduction ? Il y a une autre vague d'opacité ou moyens de techniques d'opacité qui sont avérés et qui sont comme nos nez au milieu du visage. Alors attends 2 secondes, je fais une petite pause. 2 secondes parce que je voulais juste... J'ai l'impression qu'il y a... Il y a un truc sur le micro là. Je vais essayer. C'est quoi ? Ouais, c'était un fil qui j'entendais et du coup ça faisait un... Et là, ça va être mieux, je pense. Ouais, bon, c'était un peu gênant, mais c'est pas grave. Mais si c'est toute l'interview, ça va être un problème. Alors, je vais juste noter. Ouais, c'était à 15 minutes. Je dirais à Lazare pour couper. Ok. Donc, alors, je vais rebondir. Et alors, du coup, en quoi cette situation pose problème selon toi ? Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, c'est une anomalie parmi tant d'autres.
c'est une exception qui pose pas réellement problème pour les Français. Bah, tant que tu es en Alsace, quand tu es français, non, mais moi j'ai rencontré beaucoup d'Alsaciens partout où on est en France. Et à un moment donné ou à un autre, si tu as des questions de succession ou tu veux t'installer là-bas, parce que si tu es français et que tu t'installes là-bas, tu n'as pas besoin d'être alsacien, hein. Il faut que tu vives là-bas ou que tu sois concerné par une affaire qu'il y a là-bas. Donc tu es quand même lié de près ou de loin, en fait, à un moment donné ou à un autre. Et puis le deuxième problème, sur le plan, on va dire, et juridique et moral, c'est que tu ne peux pas avoir un procès équitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Alsacien qui serait en conflit dans un problème de succession, ou de transmission d'entreprise, par exemple, ou de titres bancaires. Serait potentiellement soumis à ce flou juridique qui permet au notaire de faire ce qu'il veut. Ouais. Et il y a des raisons juridiques avérées dans la loi de 1924 qui le... Alors, comment ? Alors, il faut remonter un tout petit peu en arrière. Donc là, je fais comme Jean-Luc, je fais dans l'histoire. Au moment du Reich, qui est né en 1871, le Deuxième Reich, puisqu'il y avait eu le premier, l'Ancien Empire, le Deuxième Reich naît après une très grosse effervescence juridique où toutes les universités allemandes ont été très fébriles jusqu'en 1871 pour imaginer un nettoyage, un toilettage du droit qui concerne l'Empire, pour lui redonner une nouvelle vie. Et quand ils gagnent la guerre contre les Français, ils instaurent ce nouveau droit. Et il faut voir que c'est un système fédéral comme aujourd'hui déjà à l'époque, hein. Donc, il n'y avait pas vraiment une harmonisation du droit et notamment du droit civil. Donc, il y a le droit civil et notamment le code civil qui sera vraiment promulgué que 30 ans plus tard, qui s'installe et qui s'instaure dans tout le Reich. Et il y a des spécificités. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas comme en France en 1905, depuis 1905. Et même la France avant 1905 fonctionnait comme ça. C'était un système État-religion, en fait. Église contre État. Ou État avec Église. Il y avait une coopération de pouvoir, en fait. C'est un système bicéphale. Et donc, tu avais tu pouvais pas dire la loi du clergé qui dit ça va devenir une loi publique. Non, ça pouvait pas, mais tu pouvais avoir, sur certains domaines, une interprétation des règles. Le notaire... déjà, les avocats, les notaires, tout le personnel juridique dans le Reich est fonctionnaire. Donc, ils sont liés entre l'État et l'Église, puisque l'État est en travail avec l'Église, tu vois. Donc, si tu es fonctionnaire de l'État, tu as une connivence et puis tu as une soumission aussi au côté religieux. Ouais. Et donc, tu peux te permettre, effectivement, il y a avéré le fait que le notaire, mais il n'est pas le seul, puisque d'ailleurs, chez nous en France, on a les juges, et ils prêtent serment, mais là-bas, la particularité, c'est qu'ils prêtent serment devant Dieu. Et au nom de ce serment-là, seul Dieu peut remettre en cause sa parole. Aujourd'hui encore ? Alors, j'y viens. Je vais relativiser, mais à la rigueur, c'est pas trop la référence à Dieu qui compte le plus important. C'est la remise en cause possible de la preuve. C'est-à-dire que tu apportes une preuve, le notaire apporte une preuve, tu peux pas la remettre en cause parce que c'est Dieu qui fera juge, en fait. C'est parole d'évangile. Voilà. Alors, comment ça se traduit en droit public ? Eh ben, en droit public, c'est que c'est la force de la preuve. Et donc, le notaire a plus de force pour apporter la preuve et tu peux plus difficilement le remettre en cause. Donc, il y a un mécanisme qui revenait à dire, soit il renonce à son serment, et donc, du coup, on revient sur ces preuves qu'il a apportées. Ou quand les preuves, c'est pas forcément des documents falsifiés. Il peut avoir fait des erreurs, par exemple. Hein. C'est pas forcément quelqu'un de malhonnête. Hein. Faut pas non plus voir tout noir. Et donc, soit il renonce, soit un autre notaire va le dénoncer. Mais comme c'est un jeu de chaises musicales, puisque c'est eux qui traitent les dossiers en direct, si le lendemain ils traitent une autre affaire et que le notaire qui l'a remis en cause se retrouve dans la position inverse, il ne va pas dénoncer son collègue, tu vois. Donc les dénonciations de serment par d'autres notaires, ça n'arrive jamais. D'accord. Or, en 1877, ce pouvoir un peu exorbitant de l'apport de la preuve a été neutralisé par la réforme du 30 janvier 1877 par le Reich, qui a instauré pour la première fois, dans le cadre de ce nouveau code civil, de ce droit civil, un code de procédure civile, qui donne un peu plus de détails sur la façon dont les choses doivent se dérouler dans une procédure notamment civile. Et le notariat, c'est du civil. Et il précise que, pour la faire simple, dans un article 14 de cette loi,
retiens bien le chiffre 14, parce qu'on va le retrouver un peu plus tard dans une loi française, que, en fait, en gros, il neutralise, on ne peut plus apporter la preuve de façon aussi forte. On peut contredire le notaire, en quelque sorte, si tu préfères. Okay. Donc, c'est pas abrogé, mais c'est neutralisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en servir. Le notaire ne peut plus faire ce qu'il veut. Ça va dans le bon sens. Oui, mais on est en 1877 et on est en Allemagne. On n'est pas en France. Et l'Alsace est en Allemagne. Quand on arrive en 1919, rien n'a été touché. L'Alsace revient. Ça bouge pas. Il ne faut pas oublier qu'on sort de la guerre mondiale avec des millions de morts, donc des millions d'héritages. Les Alsaciens de cette période-là ont peut-être souffert peut-être un certain nombre de fraudes, tout ce que tu voudras, mais ils étaient quand même protégés par ce fait que si jamais ils avaient encore l'esprit à pouvoir être le nez dans les affaires, bon. Le problème qu'il y a, c'est que la loi civile de 1924, écrite par Robert Schuman, les civils et commerciales, c'est lui qui les a conçus, eh bien, dans son article 93, avant-dernier alinéa, eh bien, il précise que l'article 14, alinéa 2 de la loi d'introduction du Code local de procédure civile sur la liberté de la preuve est abrogé. On l'annule. Donc, ça veut dire qu'à partir du 1er juin 1924, la loi est promulguée, eh bien, en Alsace-Moselle, puisque le reste est parti dans la République de Weimar, ça n'est plus concerné, on revient à avant 1877. Donc Robert Schuman a réactivé en 1924... Le plein pouvoir des notaires. Voilà. La preuve exorbitante apportée par... Sur un territoire français. Sur un territoire français, oui. Qui redevient français à ce moment-là. Il y a un débat sur la réannexion, etc. Disons qu'en tout cas, c'est occupé par la France. Au Parlement français, à la rentrée de septembre 1919, il y a un débat pour confirmer que l'annexion n'est toujours pas faite. La réannexion n'est toujours pas faite. Les Allemands ont désannexé mais la France n'a pas encore fait tout le boulot. Ça veut dire quoi officiellement ? Aujourd'hui, j'extrapole un peu, mais en fait, c'est que l'Alsace-Moselle est toujours occupée militairement par la France, quelque part. Mais tout ça s'est étiolé dans le temps, si tu préfères. Parce qu'à force de faire rentrer tout doucement le droit et les habitudes, dans le droit international, on a un avantage et un inconvénient. C'est que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de prescription. Si tu découvres une fraude, une falsification, une illégalité, etc., tu peux remonter 30 ans, 50 ans, 100 ans. Il peut y avoir un contentieux qui remonte très loin en arrière. C'est assez rare, mais c'est possible. Par contre, ce qui est contre toi, c'est l'usure du temps et le rodage des habitudes, des traditions. Le droit coutumier. Non, pas le droit coutumier, c'est qu'en fait, tu as, il y a des adaptations, on fait avec, on va oublier un certain nombre de choses parce que de toute façon, la société change, etc. Les lois changent tout le temps, les gouvernements changent. Donc, à un moment donné, on s'adapte et on fait avec, si tu préfères. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles on pourra difficilement revenir en arrière. Mais on ne peut pas non plus avoir la mémoire courte. Et d'une façon, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, tu as un blocage avéré, et notamment par une loi française. C'est pas une loi allemande, c'est une loi française qui bloque les traductions et qui réactive les pouvoirs exorbitants de la preuve. Et qui permet, alors, du coup, au droit notarial d'être tout puissant et à des Français de subir les conséquences de ce statut particulier et donc de se voir spolier leurs propres biens. Alors, spolier, c'est la traduction finale. Jean-Luc prend à raison le terme d'escroquerie à l'héritage, puisque lui, il n'a pas été encore spolié. D'accord. Donc, il y a une escroquerie. Pourquoi une escroquerie ? En gros, si tu préfères, il a apporté la preuve que ses parents ne pouvaient pas avoir signé le testament. C'était techniquement pas possible. Donc, il y a un notaire... il y a un notaire qui a falsifié qui aurait falsifié... la signature. Une signature. Il en a apporté la preuve, Jean-Luc. Et cette preuve n'a pas suffi. Non, parce qu'il a fait le nécessaire, je vous l'ai dit, circuler, il y a rien à voir. Ce que j'expliquais au début. Dans une juridiction alsacienne. Alors, l'autre truc particulier, ça c'est, il faut aller fouiller dans l'annexe du Code de procédure civile français, qui n'est qu'une traduction d'un mécanisme bien particulier qui vient du Reich. C'est-à-dire que tu as droit à un recours gracieux et tu procèdes au partage judiciaire dans le bureau d'un notaire, qui est nommé comme notaire commis par le juge français. Et le juge français se détache et se délègue, se décharge de tout auprès du notaire qui est censé tout savoir, puisque c'est le seul qui est censé connaître le droit alsacien.
Le juge français, il ne connaît pas le droit alsacien. Donc le juge français qui se sait incompétent va déléguer la décision au notaire alsacien. Parce qu'il est censé connaître le droit alsacien. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 1923, personne ne peut prétendre être détenteur du droit alsacien. Donc il jouit juste d'un joker bienveillance, qui permet, voilà, connivence. De décider ce qu'il veut, mais dont on ne peut pas contester la décision. Non. Ça laisse la place à toutes les dérives, effectivement. Il y avait eu une journée porte ouverte à Metz avec le tribunal de Metz et la directrice, je ne sais plus si c'est la directrice de la communication ou autre de ce tribunal, et du greffe de tribunal, avait dit c'est une vraie question de s'intéresser au droit alsacien parce que nous, donc à Metz, c'est la Moselle, mais c'est concerné, c'est le même droit. C'est quand même un dossier sur 5 qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'on n'y connaît rien, en fait. Donc à chaque fois, on se remet toujours pour tout ce qui est droit civil, droit notarial, etc. Et selon toi et selon vos recherches avec Jean-Luc... Enfin, surtout les recherches de Jean-Luc et ma contribution à mieux comprendre. Je préfère être précis là-dessus. Hein. Donc, ce droit notarial est, on va dire, l'un des aspects les plus problématiques de cette opacité sur le droit local alsacien. Oui, la preuve, c'est que la loi de 1924... Les 14 premiers articles parlent de la réintégration du droit français, parlent des autres exceptions, les associations, la chasse, le droit des cultes, etc. Et tout le reste... C'est combien tout le reste? Il y a donc 254 articles. Donc il y a 240 95% articles. de la loi, c'est du droit notarial. Oui, c'est énorme. C'est pas une loi civile, c'est une loi notariale, du droit notarial. Oui, donc c'est prépondérant dans... Alors, elle a été... Alors, l'autre truc, c'est que la responsabilité dans cette affaire, que ce soit pour le droit notarial ou pour d'autres domaines, du législateur français, tu vois, moi, je l'ai imprimé là, la loi, bon, je sais pas pourquoi c'est sorti en bleu, mais j'ai barré, parce que quand tu vas sur Légifrance, tu vois les modifications, les abrogations, etc. Et j'ai barré plein d'articles qui ont été abrogés depuis. Il y en a eu beaucoup, depuis, même dans les dernières années. Mais pas l'article 14. Pas l'article 14, pas l'article 7 sur le concordat, et surtout pas l'article 93 sur la preuve qui est apportée avec les pouvoirs exorbitants. Sachant que même tu as aussi le certificat d'héritier, qui est une clé de voûte très importante quand tu as affaire à un notaire. C'est quand tu prétends un héritage, il faut que des fois, on dit bien, oui, c'est vous, monsieur ou madame, qui est... Ouais. Donc, tu as un droit à un certificat d'héritier. Et bien ça, dans les articles 74, 75, 77 de la loi civile, c'est le notaire alsacien qui apporte le certificat, protégé par son serment. Donc, s'il fait un certificat qui est erroné, et qui est erroné en ta défaveur, tu l'as dans le baba. Tu peux rien faire. Non, tu peux rien faire. Et il y en a beaucoup des affaires comme ça? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, le chiffre, on va au moins rebondir sur le témoignage de la directrice du greffe du tribunal de Metz. C'est un dossier sur 5. 20% des dossiers posent problème. Au tribunal de Metz. Au tribunal de Metz. Donc c'est-à-dire qu'il y a tous les autres... Ils posent problème pour le résoudre. Oui. Après, je ne sais pas comment ça finit. Mais d'une façon ou d'une autre, si tu préfères... C'est-à-dire que dans ces dossiers-là, dans ces 20%, le notaire peut décider ce qu'il veut. Ouais, enfin, c'est en fonction de qui est en qui est en face ou qui est avec... Qui en a intérêt. Est-ce qu'il y a une autre personne en face qui est le plus avantagée? Bon, et puis voilà. Et puis alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais à vérifier bien en détail, l'autre scandale, c'est qu'en fait, tu peux avoir un notaire commis qui va servir d'arbitre entre les deux parties qui ont chacun leur notaire, mais tu peux très bien aussi avoir un notaire commis qui est le même notaire qu'une des deux parties. Donc il est jugé parti. C'est biaisé, là. Il est jugé parti. Mais ça, c'est l'application de l'annexe du Code de procédure civile, du système. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'ils ont quand même inventé pas mal de choses bien dans le droit alsacien. Ça a inspiré la sécurité sociale, par exemple, le tiers payant et plein de choses. Le système des mutuelles françaises s'est inspiré du mutuel alsacien. D'accord. Mais l'opacité sur les bénéfices et demander des comptes, c'est le même que les problèmes qu'on a dans les mutuelles françaises. C'est-à-dire si tu demandes des comptes sur où sont passés les 20 € que j'ai pas déboursés, on vous dit circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, c'est permis justement parce que c'est dans l'article 7 de la loi civile, c'est le droit alsacien mosellan sur les caisses sociales qui régit. Il y a encore une opacité sur les caisses... Tu ne peux pas demander des comptes dessus. De sécurité sociale. Bah oui, parce qu'ils sont dans leur droit de ne pas le faire, en fait.
pas la sécurité sociale alsacienne. Alsacienne. C'est-à-dire que tu cotises 100, tu vas être super bien pris en charge de 80, donc tu es content, tu ne demandes pas plus. Mais si tu apprends que tu as donné 20 au trop, et que tu demandes des comptes sur les 20 au trop, bah, tu ne sauras jamais. Donc, où va l'argent, encore une fois? C'est beaucoup, 20 euros sur 100. Ouais. C'est 20%. À la longue, ouais, ça commence à faire beaucoup. Donc, voilà. Mais alors, moi, je me pose la question, comment se fait-il que cette situation soit tolérée, maintenue dans le temps? Bon, ok, on comprend que sur cette petit écosystème notarial, il y en a certains qui prennent, qui ont des prises d'intérêt, il y a un peu de corruption, il y a un peu de laisser-aller. Mais comment ça se fait que l'État français ne mette pas son nez là-dedans? Alors déjà, quand tu dis l'État, pour moi, c'est un mot assez large. C'est les hauts fonctionnaires, c'est les parlementaires, c'est les politiques, c'est tout ça. Quand tu vois que cette loi, elle a pu être abrogée, modifiée, c'est que c'est le législateur français. C'est pas une quelconque oligarchie alsacienne. C'est le législateur français qui a pu abroger, nettoyer. Donc, si on veut nettoyer les écuries d'orgia, c'est commencer au moins par avoir les textes traduits officiels pour savoir où on va. Parce que les textes ont été traduits officiellement en 1906 par le ministère de la Justice française de l'époque. Alors, c'était pas opposable aux Alsaciens, d'autant plus que l'Alsace n'était pas en France, mais il y a eu des textes d'origine qui étaient traduits, des textes essentiels, ceux qu'on retrouve dans le droit applicable actuellement alsacien. Alors, cet office avait fait aussi traduction d'autres pays, mais ils avaient anticipé l'éventualité du retour de l'Alsace. Donc, ce sont des documents officiels. Et eux, ils ont traduit mot pour mot le gothique passé en latin allemand aux lettres latines passées aux lettres latines françaises. Ils n'ont rien modifié, rien touché, ni quoi que ce soit. Quand tu vas dans le recueil des registres de la préfecture, des actes administratifs de la préfecture de Strasbourg, où est stocké depuis 2013, qu'il y a eu une réforme qui a été promulguée par Christine Taubira et donc le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, au passage professeur agrégé d'allemand, même s'il n'a pas eu peut-être le temps de mettre son nez dans l'affaire. Ils ont promulgué les traductions des textes d'origine, mais pas celles de 1906. D'autres textes, enfin, une grande partie, c'est les mêmes textes, mais la traduction, il a été démontré sur au moins 2 dossiers, le droit communal et donc le droit notarial, le fameux article 14. Quand tu prends la traduction du ministère de la Justice de 1906, c'est pas du tout ce que tu trouves dans les recueils des actes administratifs de la préfecture de Strasbourg sur cette question. Et c'est la question de l'apport de la preuve du serment du notaire. Donc, il y a eu une traduction qui a été faite par on ne sait qui, et qui a soit interprété le droit, soit voulu cacher qu'on avait modifié la chose. Parce que, en fait, si tu préfères, ce que tu lis dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Strasbourg, à titre indicatif, puisque c'est pas valable, c'est pas opposable, c'est l'amalgame de la loi de 1877 du Reich et l'article 93 de la loi de 1924. Donc, il y a quelqu'un qui a interprété le droit, mais c'est pas ce qu'on lui demande. C'est un recueil de traduction. Donc, il y a des passe-droits de personnes ou d'institutions, d'organisations qui ont fait la traduction. Et moi, je te donne une piste. Tu retrouves le même texte, mot pour mot, point par point, virgule par virgule, de ce qui est écrit dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Strasbourg, avec le code du droit local alsacien-mosellan, produit par l'Institut du droit local. C'est exactement les mêmes textes. Alors, c'est quoi cet Institut du droit local ? C'est une association qui a été créée en 1985. C'est une association statutairement c'est dans leur statut, c'est un système de bibliothèque et d'archivage qui propose ses services et ses compétences pour interpréter et traduire le droit allemand, alsacien-mosellan. C'est une association de droit privé, mais qui est composée d'anciens juges, de notaires, d'avocats, de juristes alsaciens. Et alors, est-ce qu'elle travaille avec l'État français et est-ce qu'elle a un statut particulier? Qui la finance?
Bah, je sais qu'elle a de grosses subventions à l'année. Alors, je sais pas, c'est peut-être la région, le département, je ne suis pas allé fouiller dans leurs chiffres. Hein. Je crois que c'est 400 000 ou à 500 000 euros, bon, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une très grosse somme hein, pour une association. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même, ça fait 40 ans qu'ils ont cumulé les archives, les documents, etc., etc. Et ils sont reconnus, oui, puisque tu as ce qu'on appelle le guide légistique. Donc, le guide légistique, c'est un élément qui est produit par la documentation française et qui sert de guide sur tout ce qui est loi, réglementation et autres pour les administrations et les services publics. Et il y a c'est au chapitre 3.7.1 spécial Alsace-Moselle. Et là, c'est les services du Premier ministre qui disent au Conseil d'État, la Cour de cassation, au Conseil constitutionnel, aux cours d'appel de Colmar, Metz, Strasbourg et Mulhouse, aux ministères divers et variés, au Parlement et au Sénat, messieurs, mesdames, si vous avez besoin de conseils, de recommandations pour comprendre et traduire et préparer des décisions de justice qui concernent le droit alsacien-mosellan, adressez-vous à l'Institut du droit local. Donc c'est l'institut un peu référence. Oui, c'est marqué dedans. C'est marqué dans le. Là, j'invente. Enfin, tout ce qu'on dit avec ce que dit Jean-Luc, je le suis à la lettre. Charte de Munich, réflexe de journaliste. Hein, c'est la même chose. Quand on est juriste, on est un peu journaliste. La preuve, la source. On prouve et on source. Tout ce qu'on dit, c'est à disposition. Simplement, il faut savoir le trouver. Qui va aller. Parce que quelqu'un qui a un contentieux, et qui veut dire le droit local, oui, dans le compte. Attendez, on fait pause, je vais aller au recueil des actes administratifs. Il va pas s'embêter à aller chercher le texte en gothique de 1877. Donc il se réfère à ce que l'Institut du droit local va lui fournir. Il se réfère à ce qu'il y a dans le recueil des actes administratifs qui a été rédigé par l'Institut du droit local. Et vous, ce que vous avez découvert avec Jean-Luc, c'est qu'en fait, eux se basent sur des textes qui ne sont pas forcément bien traduits, ils vont pas à la source. Ils sont carrément déformés. Même déformés. Sur par exemple, le droit communal en matière de subvention, tu regardes le texte de 1906, je ne vais même pas chercher les Allemands, je prends le texte du ministère de la Justice, c'est un texte qui a plein de numéros 1, 2, 3, 4, 5 dans un article qui parle des subventions. Tu vas au texte que tu trouves à la préfecture de Strasbourg, tout a été nettoyé. C'est le droit français qui va s'appliquer. Pourquoi on a noyé la baleine et pourquoi on l'a fait disparaître. Mais d'une façon ou d'une autre, on n'a pas à transformer une traduction. Une traduction soit être quasiment du mot pour mot, quasiment. Après, bon, chaque langue a une adaptation, une façon de dire les choses. Nos proverbes et nos dictons ne se disent pas de la même façon, mais ça veut dire la même chose si tu préfères. Tu peux pas métamorphoser ou surtout supprimer des sous-titres, refaire la pagination et puis élaguer plein de choses qui n'ont pas à être élaguées. Et là, je parle que de 2 sujets, mais il doit y en avoir forcément d'autres, en fait. Mais comment se fait-il qu'aucun parlementaire, aucun décideur politique, aucune institution n'ait pu modifier le droit local alsacien, n'ait même peut-être pu abroger certains dispositifs qui ne sont pas représentés dans le droit français? Soit c'est de l'ignorance, parce que Jean-Luc a quand même envoyé toutes ses études et tous ses travaux depuis des années à tous les parlementaires, et ça a répondu très peu, quoi. Donc soit ils sont... De quoi est-ce qu'ils ont peur? Moi, je pense que c'est surtout beaucoup d'ignorance. Et puis, c'est le fait... je témoigne que là où j'ai fait mes reprises d'études en licence et en master, en Occitanie, les professeurs, quand je leur ai dit à mon âge pourquoi je reprenais les études si tardivement, je leur explique le truc, et notamment tous les professeurs de droit public, quasiment tous, et même les autres qui n'étaient pas forcément directement concernés, droit européen et autres, les contentieux et autres, ils me disent merci. Je dis, pourquoi ? Parce qu'on ne connaît rien et le corps professoral universitaire ne connaît rien à ce droit et on en a besoin. Donc, si la doctrine, le monde universitaire, en côté France, je parle, n'y connaît rien, et qu'il y a un gros trou dans la raquette, comment veux-tu que déjà même les responsables, les élus, quoi que ce soit, soient au courant ? Mais où se trouvait l'ENA qui a été remplacée par l'école de formation qui a été remplacée là, quand Macron a supprimé l'ENA ? C'est resté tout quand même à Strasbourg. Et c'est à Strasbourg, l'ENA. De l'ENA, qu'est-ce que tu as ? Les inspecteurs des finances. Tu vois, donc quand tu sors de l'ENA, tu es diplômé haut fonctionnaire, tu es passé par la caisse Strasbourg. Donc
ils sont forcément été soit initiés, soit soit on les a brouillés et puis ils n'ont pas pu voir ce qui se passait, quoi, ou comprendre ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, tu dois avoir beaucoup de hauts fonctionnaires qui sont eux-mêmes aussi dans l'ignorance. Et puis ceux qui sont au courant, taisez-vous les gars. Parce que quoi, il y a trop à perdre et trop à gagner pour certains. Depuis toutes ces années, imagine, même que dans les affaires privées, tous les gens qui se sont fait prendre leur pognon, leur propriété, ça représente c'est une question d'argent, c'est une question de richesse en fait. Et alors, comment, je n'arrive pas à comprendre que aucune juridiction française, aucun juge n'ait pris la responsabilité de remettre en cause ces décisions notariales. Ah mais eux, ils appliquent la loi. Donc c'est pas eux de le faire. Malgré l'exception même de ce droit local par rapport à tout le territoire français, non, il n'y en a aucun qui a eu le courage. Mais ils peuvent pas parce qu'ils ne font qu'appliquer la loi. La loi, c'est en matière de notariat en tout cas, c'est l'annexe du Code de procédure civile. Les associations, le culte, etc., c'est la loi de 1924. Ils appliquent la loi. C'est pas à eux de faire ça. En fait, c'est aux législateurs, donc aux politiques. Et aux médias de communiquer dessus. Mais personne ne s'intéresse dessus, en fait. Tu vois ? Donc, voilà. En ce moment, on a tout le problème de toute la querelle avec ce qui s'est passé à Lyon. Mais je veux dire, où est-ce qu'il y a eu le plus grand nombre de tombes profanées en France? C'est en Alsace, quoi, sur les Juifs. Ah oui. Et ouais. Il y a en matière de spoliation et en matière de Juifs, en 1940, Strasbourg s'est vidé. Oui. Je ne sais pas si tu as vu le film sur Résistance avec le mime Marceau, qui est un Alsacien. L'affaire Dreyfus est un Alsacien. Dreyfus, hein. D'accord. Tout revient à l'Alsace. Hein. Donc, ils sont vidés. Et sur 45 000 appartements, à peu près, il y a, je crois que c'est un quart qui est appartenu à des Juifs. Mmh. Qui ont fini à Auschwitz, malheureusement, dans les camps. Eh bien, s'ils reviennent, si jamais ils peuvent revenir, ou si leurs descendants réclament, ils sont confrontés au droit alsacien. Et en fait, moi j'ai posé la question à Jean-Luc, mais qu'est-ce qui s'est passé quand même? Il y a eu une omerta là-dessus? Non, ils ont été indemnisés à défaut de mieux. Donc si tu préfères, c'est pas qu'on a acheté leur silence, hein, pas du tout. Mais en fait, on cache la misère et on dit les spoliations nazies, on peut pas les régler parce que c'est comme ça. Et puis voilà, bon. En tout cas, ils ont été indemnisés. Et puis, il y a peut-être quelques-uns, je sais pas, on s'est pas penché. Moi, je me suis pas penché sur ces questions-là. Mais si tu préfères, il y a quand même 15 000 appartements et propriétés juives à Strasbourg qui ont été spoliés. Ça fait beaucoup. Ben, ça fait beaucoup. Et en plus, tout ça a été consigné dans... Alors, ils ont pas un cadastre, ils ont un livre foncier qui a été numérisé par une structure... je ne veux pas dire de bêtises, au moins para-étatique, mais initié par le gouvernement de l'époque. Je ne sais plus en quelle année c'était il n'y a pas très longtemps. Et en fait, pour numériser ça, ils ont confié ça à une structure. Et cette structure a confié le livre foncier qui est écrit en gothique, hein, allemand, à une société de Madagascar qui ne parle pas allemand et qui lit en moins le gothique. Donc la traduction... Elle doit être complètement merdique, si tu préfères. Ouais. Ou alors, c'est qu'il y a des petites mains il y en a qui ont eu... on les a guidés sur le clavier, si je préfère. Et le livre foncier, aujourd'hui, pour y accéder, tu peux très difficilement, voire plus du tout, celui d'origine. Il existe encore, mais tu peux plus. Donc, tu reviens dans les années 50 et que tu commences à découvrir que tu avais un parent qui a fini malheureusement dans les camps et que tu as une éventuelle propriété... récupérer ça, c'est impossible. Ben non, parce que déjà, tu n'as pas eu accès au livre foncier. À l'époque déjà, si tu réclames que maintenant, il n'y a pas prescription, mais c'est numérisé, donc c'est encore plus brouillé, tu peux pas refaire une enquête historique si tu préfères. Et puis en plus, on est loin de 1924, le droit de 1924 est toujours là en fait. Donc tu vois, c'est des cas avérés historiques, en plus de tous ceux qui viennent se cumuler aujourd'hui. Moi, suite au passage de Jean-Luc, le premier épisode, moi, j'ai une dame qui m'a contacté, qui m'a dit « Je suis en train de vivre exactement ce que Jean-Luc a vécu. » Alors, c'est-à-dire, elle est dans un cas de succession ? En cours, et qui rencontre exactement les mêmes problèmes que Jean-Luc. Donc, c'est-à-dire que... Et ça concerne le certificat d'héritier.
Donc elle a l'acte de propriété, c'est dans sa famille, elle est héritière d'un bien. Ouais. Et on peut lui faire signer des documents qu'elle conteste. Et elle comprenait pas pourquoi, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi la banque lui refuse d'accès au compte aussi ? Tout est bloqué et tout s'en remet toujours au juge, qui le juge renvoie la balle au notaire, qui s'envoie la balle entre eux. Et pourquoi la banque lui refuse l'accès aux comptes familiaux ? Mais parce que c'est une banque alsacienne et que le droit de regard, l'opacité est de règle en fait. Pourtant, on n'est pas en Suisse là. J'ai pas fouillé le droit bancaire qui est concerné notamment par la loi commerciale. Mais par exemple, on sait que le Crédit Mutuel, entre autres, c'est l'exemple type, mais c'est pas le seul, hein, heureusement, c'est une fédération d'associations commerciales. Le Crédit Mutuel, c'est une marque déposée à l'INPI, le logo. Mais ce n'est pas une banque au sens classique du terme français. Pourquoi ? En fait. Parce que c'est régi par le droit alsacien qui est dans l'article 7 de la loi de 1924. Alors qu'est-ce que ça change concrètement ? Comment ça ? Qu'est-ce que ça change qu'elle ne soit pas, on va dire, comme une banque traditionnelle sur le territoire français ? La comptabilité, la façon de gérer, la transmission, la transparence des documents, les commissaires aux comptes, tout ça, c'est complètement différent. Et on a la preuve, moi j'ai fouillé du côté du droit européen quand je faisais ma formation en droit européen. À un moment donné, je me suis dit, tiens, je travaillais beaucoup sur la Cour de justice de l'Union européenne. Quand tu fais du droit européen, c'est pas que la CEDH, c'est aussi la CJUE. Et je fais, tiens, je vais taper CJUE, Crédit Mutuel, droit local alsacien. Et je tombe sur une décision de justice, enfin un débat juridique, où le Crédit Mutuel envoie paître la Cour de justice de l'Union européenne face à la BCE, qui lui demande des comptes sur ses normes de prise de risque, etc. Ouais. etc. Et ils disent, non, mais nous, on a notre système local avec nos tribunaux qui nous contrôlent. Ils se cachent derrière le droit local alsacien. Bah oui. Et ça suffit ? Alors, je ne sais plus comment a fini cette décision, mais ils n'ont pas vraiment été, à mon avis, sanctionnés. Quoi qu'il en soit, c'est que l'argument est mis sur la table quand même. Oui. Tu vois, c'est surtout ça qui est Oui. Donc, et s'ils le font, c'est pas par provocation ou quoi que ce soit, c'est que c'est leur droit. Donc, d'une façon ou d'une autre, dans tout ça, on peut pas accuser qui que ce soit dans cette affaire-là. Moi, je me trouve dans une situation qui est une aubaine, j'en profite, tout le monde en profite si tu préfères. Tout le monde serait dans cette situation, on le fait. Les règlements avec l'histoire et la politique, et la morale, c'est autre chose. Par contre, tu me poses la question sur le plan technique juridique, si tu considères comme citoyen, comme politique, etc., qu'il faut régler cette question-là, et qu'il y a une volonté collective de le faire, ça passe par la loi. Et la loi, c'est le législateur, c'est les élus. Donc on tourne un petit peu en rond. C'est ça qui se mord la queue, c'est-à-dire que si le législateur ne fait rien par ignorance ou par complicité, si les juges ne peuvent rien faire parce qu'ils respectent la loi, que peuvent faire les citoyens ? Il faut qu'ils soient informés. Et le problème, il est là, c'est que l'information ne circule pas sur ce dossier. Les citoyens, notamment, qui habitent en Alsace-Moselle, je rappelle qu'il ne faut pas forcément être originaire de la région, découvrent l'information par défaut lorsque ça leur tombe dessus. Ou alors, tu as la question du concordat et du culte. C'est ce qu'on connaît le plus. C'est le nez au milieu du visage. Tout le monde est au courant de cette histoire. Enfin, beaucoup de sont au courant de cette histoire. Oui, c'est que les curés, entre autres, sont fonctionnaires. Les pasteurs et les rabbins sont payés par l'argent public. Ouais. Dans les institutions publiques. Ils ont un salaire versé par l'État. Ce qui est totalement interdit. N'oublie pas que c'est le ministère de l'Intérieur et des cultes. C'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de ça. Parce que le concordat, on dit que c'est le concordat qui s'applique en Alsace. En fait, le concordat s'applique aussi en France. Il n'y a que le Vatican qui peut l'abroger dans la logique d'un concordat. Donc le concordat en France existe toujours. Le traité. Le concordat, c'est un traité de droit international. Mais en Italie, notamment, on fonctionne avec un système, ce qu'on appelle dual. Nous, en France, on est un système moniste. Le système moniste, c'est un traité, paf, il s'applique. Ouais. Le système dual, c'est un traité, il faut une loi d'application. D'accord. Et
le concordat de Napoléon qu'il a fait pour calmer un peu les esprits, puis se mettre le Vatican dans la poche et les catholiques dans la poche, quand ça commence un petit peu trop à chauffer lorsqu'il a pris sa prise de pouvoir. Il a, dans les années qui ont suivi, 1802, l'année suivante, promulgué des lois concordataires qui sont spécifiques à la France, que le Vatican n'a pas cautionné, qui a même dénoncé, où il a étendu les droits accordés par le Vatican aux catholiques, il l'a étendu aux protestants, puis aux juifs, donc aux rabbins. Et de là est venu le fait que tu as donc on va dire les prêtres qui sont rémunérés par l'État français, qui sont encadrés, etc. Les biens de l'Église restent la propriété de l'État, mais c'est co-géré. On a ce qu'on appelle en Alsace, c'est l'entreprise. Non, c'est pas. Il faudrait que je retrouve le terme. Mais tu as une structure bicéphale en Alsace pour gérer les biens de l'Église à l'heure actuelle, qui fait coopérer les ecclésiastiques locaux avec le maire. C'est un système qui fonctionne ensemble, en fait. Et donc, tu as les salaires et l'enseignement de la religion, pas de ce que c'est que la religion, l'enseignement même, le culte en lui-même, qui est enseigné à l'école, de l'école primaire jusqu'au lycée. Et il y a une période où, à un moment donné, pour des raisons assez évidentes par rapport à la France, où ça s'est levé et finalement, les enfants ne sont pas obligés d'y aller maintenant. D'accord. Mais ça l'a été très longtemps. Et quoi qu'il en soit, tu as des cours dans les écoles, dans les établissements scolaires publics d'Alsace-Moselle, où tu as de l'enseignement de la religion, pas de l'enseignement religieux ou de l'histoire de la religion ou quoi que ce soit, avec les impôts de tous les Français. Oui, c'est ça surtout. C'est que c'est fait avec l'impôt des Français. Pas que ceux d'Alsace. Pas que ceux d'Alsace-Moselle. Alors que sur tout le reste du territoire, c'est absolument interdit. Voilà. Et ça continue. Et ce qui fait que ce sont... parce que tu pourrais me dire, c'est des lois françaises. Ben non. Parce que le Reich allemand, en 1873, a promulgué une loi du Reich, une ordonnance du Reich, qui a transformé les lois concordataires en lois allemandes. Ce que n'ont pas fait les Français en 1924. Les Français, ils n'ont pas dit on transforme les lois concordataires en lois... Ils n'auraient pas pu, puisque c'était en contradiction avec la loi de 1905. C'est pour ça qu'on maintient les lois en vigueur des lois concordataires du culte. Et d'ailleurs, il ne dit pas concordat, dans la loi, il dit les lois du culte. Les lois du culte, c'est-à-dire lesquelles? Celles du Reich de 1873, qui à l'origine étaient des lois françaises. Les Allemands, ils ont quand même fait les choses bien, même s'ils ne sont pas bien. Même s'ils sont très durs et très froids et très secs, tout ce que tu voudras. C'était plus carré, quoi. Ah oui, parce que sur le plan législatif et juridique, ça a été vraiment une très grande école. Et même encore aujourd'hui, le monde juridique allemand est quand même une sacrée référence, parce qu'il y a une certaine rigueur, il y a une certaine... Et oui, il y a pour préparer le corpus législatif du Reich de 1871, il y a eu un bouillonnement universitaire pendant les 20-30 années qui ont précédé dans toutes les universités de l'Empire allemand pour préparer la construction juridique du Reich. Et par exemple, le code civil actuel que tu as dans la République fédérale d'Allemagne d'aujourd'hui, c'est le même que celui du Reich d'origine. Bon, les phrases sont reformulées, mais le texte n'a pas été modifié en soi. Chaque article est exactement la même chose, sauf que eux, ils n'ont pas réactivé l'article 14 de la loi de 1977 sur... Alors, on pourrait se dire, si on était purement cynique, bon, ça les regarde, c'est les Alsaciens, les Mosellans, et puis c'est leur problème, qui se débrouillent. En quoi est-ce que ça peut poser problème pour le reste du pays, pour les Français? Est-ce que c'est pas finalement un sujet... on va dire, purement alsacien, qui concerne la population alsacienne? Mais parce qu'en fait, tu peux avoir des biens immobiliers qui seront sur le reste du territoire français, mais qui concernent par un système de vases communicantes et de transmission à des personnes qui sont en Alsace ou qui sont concernées par le droit alsacien. Donc le droit
Et le local certificat alsacien. héritier alsacien est opposable au reste de la France. Ah Un notaire alsacien peut s'installer dans le reste de la France, mais l'inverse n'est pas possible. Ah oui. Donc, j'ai pas non plus là aussi détaillé, approfondi. C'est pour ça que je te dis que je suis un initié, mais je suis Non, pas mais encore un spécialiste. c'est un peu Il y le a des début. pistes qui montrent qu'en fait, il y a des liens. Et puis, moi, avec une amie et deux amis, on a mis en place une agence de droit international à Genève. Moi, j'ai une collègue qui a des problèmes avec des notaires et des crédits mutuels en pagaille. Et jusqu'à ce que Strasbourg intervienne et foute son nez dans cette affaire. Et là, elle était cuite, si tu préfères. Il y a un juge d'instruction à Nanterre qui est sur un dossier de fraude à l'emprunt entre Suisse et France, entre le franc suisse et l'euro, sur des emprunts à cheval, des gens qui sont tout autour de la frontière, du côté Savoie ou de Savoie, Jura, etc. Et puis même qui ont des passerelles entre les deux. Sur les 400 et quelques dossiers, tu en as un bon tiers, c'est le Crédit Mutuel de Strasbourg. Et c'est des fraudes qui sont avérées sur les emprunts bancaires pour des achats immobiliers. Tu as eu à Marseille, en 2014, je crois, un très très grave contentieux sur ça avait un nom où, pareil, c'est le Crédit Mutuel, sur des histoires d'immobilière, a été condamné sur des fraudes avérées. Alors, ça a pu assez être réglé, mais si tu préfères, il y a un lien. Si tu as des banques alsaciennes qui ont pignon sur rue dans le reste de la France, et pas que le Crédit Mutuel, hein, j'ai rien contre le Crédit Mutuel en particulier, j'ai moi-même été un jour client chez eux, puis j'ai fermé. Non, voilà, tu as des liens qui existent de près ou de loin. Donc, vaut mieux être prudent si on fait des affaires avec des entreprises alsaciennes ou sur le territoire alsacien. Bah oui, le problème, c'est que l'information locale. Moi, avec Jean-Luc, on avait fait une première conférence de vulgarisation début 2024. Ouais. On attendait une trentaine de personnes vers Mulhouse, Colmar, dans le sud, là, et on a eu 300 personnes. Ah, et sur les 300 personnes, 99% des gens n'étaient pas au courant du témoignage même que de Jean-Luc, donc ils ont découvert son affaire. Et ont appris tout ce que je viens d'expliquer, là, en fait, si je préfère. Et ils nous ont dit merci, parce qu'on est... Effectivement, il y a plein de choses dans le droit alsacien. Donc, du coup, la population est prise en otage sur un narratif enjoliveur, sympathique. On a plus de congés, on a une super mutuelle, patati, patata. C'est vrai aussi. Oui, ils n'ont pas de jour de comment on appelle ça, de carence quand ils sont en arrêt maladie et tout. C'est plutôt positif. Il y a pas mal de choses. Oui, mais non, mais il n'y a pas tout acheté. Il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Hein. Mais tu as 2-3 verres dans la pomme. Et que des gros verres, hein, quand même. Voilà. Alors après, sur l'histoire du Concordat, c'est une question religieuse. Ouais, moi, à la rigueur, c'est pas la question religieuse qui me pose, c'est le côté équité. C'est-à-dire que pourquoi on financerait un truc de côté et puis pas le reste de la France ? Oui. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des musulmans, par exemple, qui sont quand même encore 3 millions en France ? Qu'on soit pour, qu'on soit contre avec eux, ça reste des citoyens français. Voilà, tu vois. Ou alors, on leur interdit complètement la religion, et partout, tu vois. C'est vrai, et on voit les affaires avec les écoles musulmanes privées en France où là l'État est parfois tombé dessus au nom de la laïcité, au nom de etc. Oui. Et on voit que il y a un deux poids deux mesures. Oui, parce que du côté catholique, avec Bétaram et compagnie, ils sont pas plus nickel, hein. Oui. Peut-être les protestants sont peut-être les plus propres dans l'affaire en matière de religion et d'éducation et d'école. Alors, tu m'as parlé en 2023 d'un mécanisme transfrontalier qui a été mis en place par l'Union européenne. La Commission de l'Union européenne. La Commission de l'Union européenne. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce que tu me disais que potentiellement, c'est une boîte de Pandore qui, si elle est ouverte, peut vraiment être inquiétante pour tous les citoyens d'Union européenne. Ça, c'est encore une piste que Jean-Luc a détectée, parce que bien sûr, lui, il était en permanence avec toi à longueur d'avance dessus, et puis il n'a pas pu tout aborder avec toi la fois précédente. Mais oui, ça consiste en quoi ? En gros, c'est que si tu as un droit sympa entre deux régions frontalières de deux États membres de l'Union européenne, tu pourras transférer ce droit et l'expérimenter à côté, sans plus égard, en fait. Donc, si le droit alsacien est sympa,
tu peux le mettre en place. En Allemagne, voilà. Enfin, sur la région. Et l'Alsace, le Baden-Württemberg, qui est l'État en question, c'est donc ceux qui sont... et la Suisse alémanique, où commence le Rhin, font partie depuis 50 ans cette année, 1976, de la Convention du Rhin supérieur. C'est quoi cette convention ? C'est une convention qui gère les conflits de voisinage, commerciaux et autres, qui sont liés au trafic du Rhin et tout ce que ça peut induire, en fait, si tu préfères. Donc, ils ont mis en place une sorte de coopération intelligente pour discuter, etc. Mais ils n'ont pas... C'est en 1976. L'histoire du système de transfert des droits, là, c'est 2023. C'est il y a 3 ans. Enfin, 2 ans, même pas, c'était en septembre. Donc, ce truc-là, ça peut faire ricocher, tu vois. Ouais. Tu le mets en place sur les deux régions des 3, et puis la 3e, elle y passe. Et avec mes amis de l'agence de Genève, j'ai eu une discussion pendant 1 heure avec les services fiscaux de Genève, puisqu'on était concernés en tant que structure. Et on parle du régime associatif. Je leur explique un petit peu aussi, moi, ce que je fais de mon côté. Et en fait, ils m'expliquent qu'en fait, le régime associatif, lucratif, bénéficiaire, et la logique et la culture associative, qui n'a rien à voir avec le système associatif français, en Suisse, c'est le même que tu as en Alsace et en Allemagne. C'est la même culture. Ah oui, en plus, ils sont tous alémaniques, ils sont tous de langue allemande, en fait. Toute cette culture est là, en fait. Et donc, tu as, via le système associatif, les bénéfices, tu vois. Donc, après, ça peut être un trou noir, comme ça peut être un volcan bénéfique pour tout le monde. Pourquoi on a cette logique-là, c'est que il faut savoir qu'à la sortie de la Première Guerre mondiale, à un moment donné, on avait des velléités au niveau français de dire, on va gérer... non, c'est au niveau de... Pardon, je dis une bêtise. C'est au niveau de la Seconde Guerre mondiale, quand l'Allemagne a été coupée en petits morceaux. Les Français ont dit, nous, on va gérer l'autre côté du Rhin, en fait, si tu préfères. Et on les a calmés un petit peu. Il y a une vidéo tristement géniale que Jean-Luc a sortie, où tu as un ancien pontife, je ne sais pas si le monsieur est encore en vie, qui te dit déjà, le PIB alsacien ne fait pas partie du PIB français. Donc ça, c'est encore une autre piste très intéressante sur les budgets de l'État, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet que je ne détaillerai pas. Et qui dit ouvertement, mais nous, les Vosges, c'est la frontière avec la France. Nous, notre pays, c'est l'Allemagne. On va vers l'Allemagne. On est plutôt... après, c'est quelqu'un qui est dans l'autonomisme, etc. Mais donc, il y a cette réflexion aussi... cette convention du Rhin supérieur touche des pays, des régions qui sont germaniques et qui sont de langue allemande, puisque la Suisse alémanique, elle parle le Tussentöch, le truc des bourbilles, mais qui est de l'allemand, en fait. La culture allemande. Alors, c'est vrai que nous, en tant que citoyens, on se demande comment... Alors, l'information, c'est une chose, et on est là pour ça aussi, pour partager cette information qui est très peu diffusée. Mais comment est-ce que le citoyen français peut se défendre demain s'il est confronté à une situation injuste, déséquilibrée, face à une institution ou un organisme alsacien ? C'est compliqué, ça va être compliqué. Dans le meilleur des cas, il se passera ce que cette dame, la dame qui m'a contacté, maintenant elle est en contact, elle s'occupe avec Jean-Luc, elle a la chance, dans son malheur, que Jean-Luc soit passé avant, quoi. Parce que Jean-Luc, lui, il a souffert de tout ça, si tu préfères. Et ça a duré très, très longtemps. Mais elle va super vite maintenant, parce que tout le travail est déblayé. Donc, il faut rencontrer et se mettre en lien avec les bonnes personnes. Donc, heureusement qu'au moins avec Nexus, on peut déjà en parler. Moi, je réponds à la demande des universitaires, puisque les universitaires sont en demande de ça. Donc, en tant qu'universitaire et futur universitaire professionnel, j'essaierai de transmettre, de sensibiliser, d'expliquer, de vulgariser, etc. Et puis, écoute, il faut faire des conférences, faut discuter, voilà, c'est à faire passer le message. Mais bon, en face, il y a une propagande qui est quand même bien ancrée, bien massive. Souvent, on te targue de sondages comme quoi les habitants de l'Alsace, notamment, tiennent à 95% à leur droit local. Mais le même sondage dit ils y connaissent rien.
En fait, ils veulent les avantages de leur situation. Ben, ils savent pas, mais c'est un paradoxe, c'est complètement schizophrénique. Ils tiennent absolument parce qu'ils ont accepté le narratif en jeu. Oui, mais parce qu'on pense au congé payé, on pense à la sécurité sociale, on pense. Mais on voit que la surface visible de l'iceberg, parce qu'en dessous, on le voit pas en fait. Donc il faut informer, faire des conférences, et puis que le monde universitaire puisse prendre ça à bras-le-corps, parce que c'est quand même un peu à l'instar des Allemands au XIXe siècle, ce qui a amorcé tout ce droit spécifique allemand, ça venait du monde universitaire allemand de l'époque. Donc si tu as le monde universitaire français qui s'y met, ça peut créer une dynamique et répondre à des attentes, mais le travail est titanesque, quoi. Hein. Justement, est-ce que vous êtes en mesure, avec Jean-Luc et toi, de recevoir des demandes si les gens veulent vous contacter, vous partager des dossiers? Est-ce que c'est possible de vous joindre ou de joindre une association Il n'y a pas d'association de constituée parce que le malheur, c'est que il n'y a pas d'association de victimes de ça parce que la plupart, ils se retrouvent sans rien, ils disparaissent, ils se suicident, ils sont au RSA, ils sont à la rue. Donc, tu sais, une association, en plus, une association, il faut être 7 en Alsace. Hein. Ah. Et c'est en plus régi par le droit alsacien. Ouais, donc tu es encore dans une autre contrainte, tu vois. Tu ne crées pas une association comme ça, et puis c'est pas à la préfecture, c'est au tribunal. D'accord. Ouais, donc tu vois, même ça, c'est compliqué à faire en fait. Hein. Et trouver 7 anciennes victimes qui veulent bien s'associer, etc. Ouais. Moi, de mémoire, j'en connais 4-5, certaines par Jean-Luc, certaines de mon côté, et la plupart, ils sont tellement ce cerveau retourné qu'ils n'ont même pas envie de parler d'une association, tu vois. Donc, non, ils peuvent... Qu'est-ce que tu leur suggérerais si des gens se sentent concernés? Qu'ils envoient une bouteille à la mer près de Nexus et de nous, oui. Enfin, moi, je ne donne pas mes coordonnées comme ça, mais... Bon, on essaiera de faire le lien. On fait passer le message, ouais. Et puis surtout, de sensibiliser les dirigeants, quoi. À interpeller les députés, même s'ils ne peuvent pas faire grand-chose, qu'ils sont complètement... Leur dire, écoutez, j'ai un problème, il faut remuer le truc, si tu préfères. Ouais. Il n'y a pas 36 choses à faire. Maintenant, à partir du moment où les gens ont le message qu'on transmet là, ils sont avertis. Donc, qu'ils soient quand même sur leur garde, tu vois. Tu peux aussi... Un problème, il ne faut pas attendre d'être devant. Ouais. Il faut l'anticiper, en fait. Donc, tu ne peux pas dire maintenant, pour ceux qui auront pu écouter notre entretien, ils ne pourront pas dire « je ne savais pas ». Ils ont au moins une possibilité. Tu vois, et c'est ce qui arrive à cette dame qui, tant bien que mal, va pouvoir faire au moins arrêter l'hémorragie. Oui. Mais le problème, c'est que quand tu as quelque chose qui a été déclenché, à l'heure actuelle, au mieux des cas, il t'arrive ce qui arrive avec Jean-Luc, c'est-à-dire que ton truc est au congélateur. L'affaire n'est pas résolue. Elle est bloquée. Au moins, t'as pas encore. Mais elle peut être bloquée même après ta mort, jusqu'à après ta mort. Hein. Ah oui. Et ouais. Donc, comment on fait pour débloquer ça ? C'est pas une affaire qui va pouvoir se régler du jour au lendemain. Il y a un travail de vulgarisation, de communication massive, de sensibilisation des dirigeants, du travail universitaire. En fait, il faut que tout le monde s'y mette. Mais est-ce que les gens se sentent concernés par l'affaire ? Tant qu'on n'est pas touché, souvent. Ouais. Mais c'est important et intéressant de voir, en tout cas, que sur un territoire français coexiste un autre droit, d'autres coutumes juridiques, et que c'est en défaveur des citoyens, hein, très souvent. D'ailleurs, toi, tu en as beaucoup parlé. Alors, je rappelle, on n'avait pas dit en début d'entretien, que tu as fondé la Concorde TV. Ouais. Tu parles beaucoup de ce sujet aussi sur ces réseaux. On a fait des articles aussi dessus. Je rappelle, un média citoyen, média citoyen, oui. Bon, on n'est pas encore développé à l'échelle nationale, puisque ça pourrait l'être, je le souhaite, à terme. Mais on va reprendre la route pour effectivement développer. Mais là, il y a des productions vidéo qui sont en cours de vulgarisation, de diffusion massive, etc. Ça demande du temps parce qu'on est des bénévoles, c'est en plus des jeunes, avec les moyens qu'on a, etc. Les articles, les diffusions d'informations par mailing, les fils Telegram et autres. On a été en sommeil pendant 2 ans pour plein de raisons purement matérielles et humaines, mais là, ça redécolle tout doucement. Oui, on peut envisager que ça soit aussi un média qui permette d'eux. D'ailleurs, la dame m'a retrouvé par la Concorde TV.
Donc comme vous pouvez quoi, contacter aussi la Concorde TV. À la rigueur, c'est un terrain neutre. Oui. exactement, et comme Concorde quoi TV, le travail citoyen indépendant peut être utile. Bon, en tout cas, la Concorde TV, donc le site, si les gens veulent. C'est www.laconcordetv.fr. Voilà. Comme ça, c'est On simple. mettra dans les notes. Je mettrai évidemment dans la description. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, cher Hugues, avant qu'on Bah non, clôture moi, l'entretien? c'est déjà énorme d'avoir pu discuter de tout ça. Je souhaiterais, enfin, j'invite que la prochaine fois, s'il y a une autre émission, ça soit justement Jean-Luc et cette dame et d'autres victimes éventuelles qui soient là pour vraiment, vraiment parler de leur dossier, pour montrer que c'est pas du flan. Il y a quelque chose de vrai qui existe. Hein. C'est la dernière fois, Jean-Luc, qui t'a parlé du droit alsacien en général. Oui. Là, il faut faire parler les victimes. Et il y en a, qu'on connaît. Il y en a même un qui a été plumé par le CIC, le Crédit Mutuel, qui est à Paris, et un homme d'affaires, pour des histoires de millions d'euros au moment où il a failli rentrer côté en bourse. Il est au RSA aujourd'hui, il a tout perdu. Tout perdu. En tout cas, si ceux qui nous écoutent sont concernés et veulent nous envoyer leur témoignage, n'hésitez pas à nous écrire au magazine Nexus sur rédaction@nexus.fr. Il y a aussi la Concorde TV qu'on vient de dire. Évidemment, on essaiera de faire suivre ce dossier pour lui donner de l'écho, puisque peu de médias en parlent. Mais merci infiniment, Hugues. C'est moi. Pour ton analyse. Je ne suis pas alsacien et j'ai pas d'héritage alsacien. Je le fais vraiment pour l'intérêt général. Mais voilà, t'es pas concerné par une affaire en cours, pas de conflit d'intérêt. Pour le droit. Et évidemment. En tout cas, merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous rappelle le magazine Nexus, disponible en kiosque et sur nexus.fr. Et retrouvez-nous pour le premier festival Nexus les 27-28 juin prochain au Château Grévy. Le lien est dans la description. Merci infiniment Hugues, à très bientôt. Merci à vous et très bonne soirée.